Je m'appelle Doug Miller et je suis directeur exécutif de la CPS. Aujourd'hui, nous allons faire un survol du processus pour établir les normes à la CPS. La CPS est un leader mondial dans le développement de la certification des semences et je suis heureux de vous en parler aujourd'hui. Nous avons aussi deux nouvelles initiatives de modernisation dans notre plan d'affaires dont nous voulons discuter, c'est-à-dire la représentation de l'externe au sein de nos comités et la création d'un comité conseil multi-intervenant. Nous pourrons répondre aux questions après le webinaire et ce webinaire sera enregistré et l'interprétation simultanée est disponible pour les gens qui en ont besoin. Là-dessus, allons-y. Pour comprendre comment nous avons développé des normes, il faut d'abord comprendre qui nous sommes en tant qu'organisation et notre rôle dans le système des semences. C'est l'autorité nationale canadienne en certification. Nous sommes non partisans, non politisés. Nous sommes un organisme réglementaire et non pas un groupe de lobbying ou de promotion. La CPS administre un des plus grands systèmes de certification qui certifie 1,25 million d'acres et 64 sortes de cultures différentes. Nous avons 2500 opérations de croissance des semences. Nous sommes gouvernés par un comité. Nous travaillons ici avec 7 branches régionales et provinciales qui assurent que toutes les parties de l'industrie ont leur voix au chapitre, ce qui est important pour le développement des normes. Le programme de certification dépend d'un partenariat entre la CPS et la CIA, puisque la CPS s'est vue déléguer son autorité ACPS s'est vu déléguer l'autorité pour l'établissement de normes. La CPS développe et maintient des normes depuis les débuts des 1900 et comme notre organisation, le processus de standardisation évolue avec le temps pour pouvoir répondre aux besoins du secteur. En tant qu'organisation, la CPS a 3 mandats principaux de mettre en place un programme de certification des cultures de semences, développer des normes et représenter nos membres. Alors que la plupart des gens, dans cette réunion, associent la CPS à nos services aux membres, et à la certification, mais le développement est une partie essentielle de nos activités. Et c'est la sorte de passion qu'on apporte au processus d'établissement de normes. Avec nos nouvelles infographies pour le développement des standards, nous voulons offrir plus de transparence à savoir comment le système fonctionne et comment les normes s'établissent et comment des gens comme vous pouvez être davantage engagés dans le processus. Le processus de développement des normes est guidé par des principes essentiels. Ceci fait en sorte que nous sommes transparents, fondés sur la science, transparents et accessibles dans le processus. Ces principes assurent aussi que le processus des normes reste agile, capable de répondre aux besoins du secteur au moment voulu et incorpore les dernières technologies. Ces principes essentiels ont fait en sorte d'assurer que les normes de la CPS sont reconnues à l'international et ça permet de donner au Canada un avantage en termes de qualité. Quand on pense aux normes, c'est important de reconnaître l'environnement mondial dans lequel on travaille. Notre pays dépend beaucoup du commerce mondial, donc la CPS consent beaucoup d'efforts à l'international pour soutenir développer les intérêts des Canadiens auprès des autres organismes tels que par exemple l'AOSCA ou le CDE, qui met l'accent davantage sur les marchés internationaux. Ces 2 organismes internationaux établissent des normes minimales et le Canada doit s'y tenir à ces normes. Alors quand on parle de standards ou de normes, on ne part pas de zéro. Nous avons ces normes minimales internationales à partir de lesquelles on peut développer nos propres normes de la CPS pour continuer à avoir un avantage de qualité pour le Canada.
Un autre aspect aussi, c'est notre désignation ISO 9001. Ceci aide à améliorer continuellement tout ce qu'on fait, améliorer notre contrôle de la qualité, toutes nos activités. C'est une partie intégrante de notre développement des normes. Quand on examine comment on établit les normes de la CPS, c'est important de comprendre notre modèle de gouvernance. Notre modèle de gouvernance comprend 4 organismes ou distincts, si on veut. Il y a d'abord le conseil d'administration de la CPS. Le conseil est responsable de l'approbation définitive de toute norme développée par la CPS. Mais ça ne veut pas dire que le conseil d'administration, ce sont eux qui conçoivent les normes. Plutôt, ils ont un cadre à leur service qui comprend un comité des services réglementaires, des groupes de travail spécifiques à chaque culture et des groupes ad hoc. Et tous ces groupes travaillent ensemble pour pouvoir livrer une norme, un cadre de normes. Les comités de services réglementaires, examinent les normes, les ébauches de normes, mais ils font aussi des recommandations aussi au conseil pour ce qui est des nouvelles normes ou des propositions de normes. Nous avons aussi 8 groupes de travail qui se penchent spécifiquement sur les cultures et des groupes ad hoc. Et ces groupes ad hoc, font appel à des experts techniques qui approfondissent les normes, les analysent et offrent leur avis d'experts là-dessus. On verra comment ces groupes peuvent travailler dans les quelques diapos à venir, mais ce sont des experts indépendants qui travaillent avec notre comité des services réglementaires pour s'assurer que nos normes sont concurrentielles à l'état, sur le plan international. Dans cette structure de gouvernance, c'est important de comprendre qui est impliqué. Souvent, il y a une fausse conception il y a des gens qui pensent que dans le processus des développements de normes, il y a seulement les producteurs qui sont impliqués, mais c'est pas vrai du tout. Nous voulons aborder les représentants de tous les secteurs de notre industrie. Les groupes de travail ad hoc ou les groupes qui se penchent sur les cultures spécifiques, tous les éléments de la chaîne de valeur, on voit à chapitre pour mettre au point les normes. Donc, dans nos groupes, nous avons des producteurs, des entreprises de semences, des sélectionneurs, des analystes. Nous avons une représentation aussi de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que des représentants, des consultants de la part des gouvernements provinciaux. Et tous ces participants de la chaîne de valeur travaillent soit sur les services réglementaires, les comités des services, ou les autres groupes. Les groupes qui se penchent sur les cultures spécifiques, nous en avons 8 de ces groupes qui concentrent leur examen sur une culture particulière ou un regroupement de cultures. Nous en avons, par exemple, pour la canola, les grains, le maïs, la moutarde, et ainsi de suite. Et lorsqu'on doit approfondir une problématique quelconque, par exemple le blé hybride ou quelque chose de plus large, et d'examiner un problème, mettons, qui s'applique à toutes les certifications, nous avons des groupes de travail ad hoc, par exemple, qui étudient la question de la pérennité, la durabilité. On peut se concentrer donc sur les types de cultures où, de façon plus large, plus générale, le groupe ad hoc se penche sur des problématiques qui concernent l'industrie au complet. Aussi, avec ces groupes, nous avons un processus de consultation. C'est quelque chose que nous avons présenté, mis en place il y a quelques années, pour assurer qu'on est capable de vraiment recueillir une diversité d'opinions dans les discussions. Et ça fait partie de tout travail de développement de normes. C'est ce processus consultatif pour entendre les avis de tous les gens de l'industrie. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est vous parler du processus pour démythifier comment on établit une norme.
On établit une norme par le biais de l'une ou l'autre façon. Ça peut être une nouvelle sorte de culture qui nécessite une norme quelconque, le quinoa par exemple, ou le blé hybride, une nouvelle sorte de culture. Aussi, il faut pouvoir remettre à jour, réviser les normes qui existent déjà. Donc le processus commence avec un besoin stratégique. N'importe quel intervenant peut identifier ou citer le besoin de révision d'une norme établie ou de la création d'une nouvelle norme. Cette proposition ensuite est analysée par le comité des services réglementaires qui peut décider de l'orientation ou du chemin à suivre par la suite. Soit on peut retourner à la personne, à l'intervenant pour demander plus d'informations ou pour pouvoir envoyer la requête à un des groupes qui se penchent sur des cultures spécifiques ou un des groupes ad hoc. Et c'est là que les experts techniques sont réunis pour pouvoir analyser la proposition, la requête, telle que soumise, pouvoir aussi commencer à mettre au point des ébauches de normes et pour s'assurer aussi que ce qu'on examine dans le contexte canadien, que tout ça va s'harmoniser avec les normes internationales et que ça va correspondre vraiment aux besoins, répondre aux besoins réels. Une fois que le groupe sur les cultures a fini son travail, la proposition est renvoyée au comité des services réglementaires afin qu'il puisse être examiné et c'est eux qui vont décider où sera, que deviendra cette norme finalement, cette ébauche de norme. En ce moment, on dépend beaucoup de la consultation publique. En ce moment, nous avons plusieurs consultations en cours au sujet des révisions des normes là, dans la circulaire 6. Bon, par exemple, le soya et puis les légumineuses, il y a certains changements là, ainsi que les cultures de fourrage. Mais nous avons aussi une autre initiative pour une modernisation des normes existantes. Donc, toutes ces consultations, bon, avec tout ça, la CPS ratisse assez large. On envoie un avis de consultation à tous nos membres. Il y a un bulletin de nouvelles qui est envoyé régulièrement. Et aussi, nous envoyons des demandes ciblées de consultation aux parties prenantes qui pourraient être affectées potentiellement. Nous avons envoyé plus de 300, je pense que c'est plus de 300 maintenant, des lettres aux personnes concernées afin qu'ils soient au courant de la consultation et qu'ils soient dûment invités à y participer. Une fois qu'on a pu obtenir ce feedback de la part des parties prenantes, des intervenants, nous analysons tout ce que nous avons reçu comme feedback, comme rétroaction. Bon, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des conséquences non voulues, inattendues? Et à ce moment-là, on décide si oui ou non il faut retourner au groupe de travail ou si le comité des services réglementaires est confiant de pouvoir mettre en place cette norme révisée ou cette nouvelle norme. Si le comité des services réglementaires est bien aligné avec la proposition et puis la rétroaction qui a été donnée dans la consultation, ils gardent le même cap, les services réglementaires vont faire une recommandation au conseil d'administration de la CPS pour adopter cette nouvelle norme. Donc, le conseil se réunit lors des réunions du conseil, examine la norme proposée, s'assurer que le processus a été bien suivi pour y arriver là. Et s'il y a consensus au conseil et la norme est approuvée, le 1er février de cette année-là, la norme est approuvée pour être mise en place et l'année suivante. Et une fois qu'on fait des changements, on avise les gens. Dans notre bulletin de nouvelles, nous envoyons avis de ces changements. Et aussi, on affiche ces changements-là, ces avis-là sur le site web. Et on s'assure que tous les parties prenantes sont au courant de ce changement dans la norme, dans la réglementation. Et on s'assure qu'ils sauront quoi faire en termes d'inspection des cultures et ainsi de suite. Aussi, nous avons un webinaire annuel pour les producteurs et on discute, on parle de tout ce qui est nouveau pour l'année en termes de standards et aussi les changements technologiques.
Et ça, c'est le résultat de quelque chose qu'on avait depuis longtemps avec nos services d'inspection pour que tous les membres soient au courant des changements. Donc, le processus, c'est une question de consultation et ensuite de publication et de signalement à toutes les parties intéressantes. Mais maintenant, nous avons une nouvelle initiative aussi qu'on intègre à notre processus des normes. C'est un entretien, si on veut, qui est gardé pour s'assurer que tout reste actuel. Et le but, c'est de s'assurer que la norme fait ce qu'elle est censée faire, que tous changements qui seront peut-être nécessaires devront être faits. Donc, il y a un cycle d'examen continu pour tenir à jour toutes nos normes. Ce qui nous mène aussi à la prochaine discussion qu'on va avoir, à savoir comment on peut continuer à mettre à jour, à moderniser le processus de mise au point des normes de la CPS. Là-dessus, bon, d'où venons-nous? En avril 2021, la CPS a lancé un nouveau plan d'affaires. Et ce nouveau plan d'affaires était le résultat de 6 mois de consultation avec nos membres et les intervenants. Pour le résumer, et on peut le distinguer, ou plutôt le diviser en 3 piliers, si on veut. D'abord, que la CPS puisse se donner un rôle de leadership davantage dans le système de certification des semences. Aussi la numérisation, le deuxième pilier, pour continuer à développer tout ce qu'on a fait en tant que secteur, les changements, les transformations qu'on a vues là avec nos initiatives en numérisation et continuer sur cette lancée. Mais surtout, on va mettre beaucoup de temps sur la gouvernance et les partenariats. 2 concepts dans le plan d'affaires ont été identifiés. D'abord, il y a un comité consultatif multi-intervenant et le second qui se passe sur les nominations, les candidatures pour occuper les postes au comité. On voit un rôle à l'avenir pour un comité consultatif qui impliquerait plusieurs intervenants de divers horizons pour continuer à conseiller la CPS sur plusieurs aspects de notre industrie. Et pour nous aussi, c'est l'occasion d'identifier de nouvelles opportunités. Dans le plan 2.0, le plan d'affaires à l'origine, c'était un comité consultatif de la CPS. Mais les discussions que nous tenons en ce moment dans le processus de modernisation de normes, on voit qu'il y a un besoin pour un cadre de politique, un forum, si on veut, dont les discussions et le travail s'appliquera au secteur des semences de façon plus large, plus générale. Donc, ce comité consultatif à multi-intervenants, bon, c'est quoi et ça sert à quoi? Ça vise à améliorer la gouvernance de la CPS pour s'assurer qu'on peut faire valoir des nouvelles voix, des nouvelles perspectives, des différences d'opinion, entendre le point de vue de tout le monde pour renforcer tous nos liens avec tous les participants dans la chaîne de valeur. On a l'impression d'avoir de bons liens déjà avec le monde des semences, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin et en faire plus? Et cela faisant, comment peut-on s'assurer que les intervenants, les participants de l'industrie sont vraiment engagés dans le cadre de la certification des semences à l'avenir? Bon, quel serait le rôle du comité? Qu'est-ce qui pourrait contribuer dans le contexte de la CPS, mais aussi dans le contexte de la modernisation, de la certification? Et c'est l'occasion d'avoir des discussions sur des grands sujets qui concernent l'industrie de façon générale, de pouvoir offrir des opinions, des lignes directrices, le développement sur les politiques, les lignes directrices, mais aussi de pouvoir conseiller des organismes comme la CPS, mais aussi les gouvernements. Il y a un besoin d'amélioration continue. Et je pense que les gens l'ont compris. Pour nous, ceci pourrait être le contexte qui pourrait justement mettre en place tout ce qui est nécessaire suite à cette modernisation.
Donc, on veut voir ça d'un point de vue global. On examine les meilleures pratiques de l'industrie, qu'est-ce que les autres autorités ont fait ailleurs. Et ce qu'on a vu, c'est pas nécessaire de regarder aller trop loin pour voir un exemple de ça. Il y a des organismes qui établissent des normes à l'international. Ben, par exemple, l'AOSCA a un comité consultatif. Ils en ont un depuis les années 60. Alors que C-Trade est venu auprès de l'AOSCA, puis il disait on veut être davantage engagé dans le développement des normes. Ce qui a lancé une discussion à savoir comment l'AOSCA, en tant qu'organisme qui établit des normes à l'international, comment l'AOSCA pourrait regrouper des organismes avec lesquels ils interagissent, qui réuniraient les fournisseurs de services, euh, les producteurs, les commerçants, et ainsi de suite, comment tous ces gens-là pouvaient venir conseiller la OSCA et avoir voix au chapitre sur ce que fait la OSCA. Et avec le temps, ce modèle s'est transformé, il a adopté plus de responsabilités. Donc, ce comité conseil, en ce moment, guide à la OSCA, guide la OSCA, offre des conseils, et aussi ils sont davantage impliqués dans l'établissement de normes. Donc ce comité consultatif pourrait examiner toutes les normes de la OSCA. C'est que toutes les organisations qui font partie de ceci, c'est eux qui sont responsables de choisir leurs représentants pour ces organisations. Donc, de cette façon, c'est un cadre où on ne doit pas nominer tout ce processus-là, sinon que les organisations qui font partie choisissent un représentant pour ce comité. Et donc, c'est un comité assez général, celui de la OSCA. C'est comme, ça nous donne des conseils à C-Trade, l'USDA. Nous, on fait partie de ce comité. Et Semence Canada, ça faisait partie de cette table aussi. Donc, quand on parle de cette vision pour ce comité, il y a des opportunités pour créer des parallèles entre deux différents systèmes ou des systèmes qui ont existé avant. Alors, ce qu'on est en train de voir, c'est on veut s'inspirer du passé. Comme, par exemple, la table qu'il y avait du secteur des semences. Et que ce comité, ça ne veut pas dire que ça va prendre ces cadres et processus comme ça, carte blanche, mais sinon que ils veulent, c'est pour créer un système unique pour les semences. Et donc, lorsqu'on regarde vers l'avenir, on a une discussion sur comment ce comité pourrait se former. Donc, on a quelques modèles potentiels. Le premier, c'est plutôt le modèle de l'AOSCA. Et donc, il y a des organisations clés de la chaîne de valeur. Le deuxième modèle, c'est un qui se base sur le groupe de travail de modernisation de la réglementation des semences. Et donc, ici, on inclut des autres secteurs, aussi un conseil technique. Et après, il y a une version hybride, un mélange des deux. Ce qui est important ici, c'est que avec le temps, on revient à ce besoin d'avoir un cadre de haut niveau où on peut avoir ces discussions de politique et on peut présenter des suggestions au gouvernement. Et donc, un modèle comme celui-ci, l'idée, c'est s'assurer que les parties prenantes plus importantes sont engagées. On peut continuer à donner de l'orientation au gouvernement après la modernisation, parce qu'une fois que ce processus est fini, il va avoir un besoin d'amélioration continue. Et je crois que la plupart d'entre nous, on peut être d'accord par rapport à ça. Et donc, on peut se concentrer sur la direction stratégique. Et ça peut se construire
pour appuyer les processus et les organisations existantes. Nous avons déjà des organisations avec certaines fonctions. Ils font très bien leurs fonctions. Et donc, la CPS, par exemple, développe bien des standards, mais ce n'est pas une question de laisser à chacun son métier, sinon de pouvoir avoir ces discussions. C'est un modèle qui démontre être soutenable. L'AOSCA a eu ce modèle depuis les années 60. Oui, il y a une évolution et on croit que c'est un bon signe. C'est quelque chose qui continue à donner de la valeur. C'est un modèle aussi qui peut s'adapter à des autres secteurs du Canada. Donc, l'idée ici, ce n'est pas qu'on doit créer un nouveau organisme, une nouvelle organisation, sinon que c'est une façon plus rapide pour s'assurer qu'on est en train d'avancer et avoir un système agile. Donc, je devrais indiquer des autres discussions qu'on est en train d'avoir en ce moment et parce qu'il y a un lien entre cela et les discussions après la modernisation. Donc, un des points, c'est le modèle indépendant qui a été discuté à CMAS Canada. Si on regarde ce modèle, on a quelques inquiétudes par rapport à cela et comment c'est décrit. C'est une nouvelle organisation qui se concentre sur les standards et nous, on croit que c'est vraiment réinventer la roue. Et au lieu de fortifier les processus qu'on a déjà, on doit créer une nouvelle organisation et qui ont besoin du financement et qu'on doit voir s'il fonctionne. Et donc, ce concept de conseiller le secteur, vraiment, ça se concentre sur le fait de donner des conseils pour le haut secteur, disons. C'est comme l'ISSP parce que ça se concentre sur le fait d'une amélioration continue. Donc, on croit que peut-être, comme quand on parle de les standards de certification, bon, ça c'est l'organisation principale. On veut voir comment on peut améliorer le modèle du gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins du secteur. Le prochain sujet, c'est les externes pour les comités de la CPS. Il y a plusieurs comités qui permettent déjà des employés externes. Mais ceci, il y a eu une motivation interne. Et ce sont les directeurs qui identifient les représentants externes pour les nominer pour les comités. Mais comme partie de l'initiative de l'ACPS 2.0, l'idée, c'est voir comment on peut améliorer la traçabilité par rapport à notre gouvernance. Donc, avoir cette discussion qui se trouve dans les comités. Et donc, il y en a déjà des comités qui permettent des représentants externes. Et pour l'instant, ça, c'est selon la sorte de rôle. Donc, en ce moment, nous avons des compagnies de semences, des analystes. Et ce cadre permet aussi des inspecteurs. On devrait noter que ceci s'applique aussi au modèle de groupe de travail qu'on avait discuté. Donc, on veut s'assurer qu'on puisse avoir une discussion par rapport à la transparence de comment on choisit les personnes pour ces comités. Donc, en ce moment, on veut avoir une discussion. S'il y a la capacité d'inclure des organisations externes, comme Semence Canada, par exemple, pour aider la CPS pour identifier et nominer des candidats pour les différents comités quand il y a un poste qu'on doit remplir.
Donc, en ce moment, un processus peut se développer pour faciliter ceci et pour développer une métrique de capacité et savoir qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Nous avons l'opportunité d'indiquer quels sont les postes à combler et travailler avec ces organisations externes et dire, OK, regardez, on a un poste à combler, peut-être que vous pouvez nous aider. Et s'il y a plusieurs candidats, la CPS peut utiliser le cadre du comité de renouvellement pour faire la nomination. Et donc, vers l'avenir, il y a peut-être une façon de que ce processus puisse se lier à quelque chose comme un mémorandum ou quelque chose avec ces organisations externes, juste pour indiquer bien les rôles, les responsabilités et pouvoir continuer vers l'avenir. Donc, c'est là où on se trouve en ce moment. Ce qu'on aimerait voir, c'est une discussion, un dialogue. Ce n'est pas que ça doit être aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup d'informations, mais on veut savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, comment est-ce que ces cadres, on peut les améliorer, est-ce qu'on avance dans la bonne direction. On va vous envoyer un sondage pour tous les participants qui se sont enregistrés aujourd'hui. Nous allons aussi parler à des parties prenantes intéressées pour parler de cette opportunité pour avoir des représentants externes dans des comités de la CPS. Donc, il y a l'opportunité pour que vous puissiez nous donner votre rétroaction directe. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer un courriel ou vous pouvez aussi parler lors des réunions provinciales. Donc, maintenant, on va commencer avec les questions. Vous pouvez noter vos questions dans le Q&A. Mais je voulais vous remercier avant de faire cela. Je vous remercie d'être ici. C'est une discussion importante et c'est une discussion qu'on doit avoir pour avoir plus de transparence par rapport à notre système actuel et comment vous pouvez participer. Mais aussi pour commencer cette discussion de comment on peut améliorer notre modèle de gouvernance et tout ce processus à travers des comités comme celui-ci et des membres externes. Donc, je finis là. Est-ce que vous avez des questions? Donc, la première question, est-ce que vous avez une liste publique des membres pour le comité des services de réglementation? Si oui, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est une bonne question. Oui, tous les comités, toutes nos listes sont disponibles dans notre rapport annuel. Donc, dans notre rapport annuel, c'est là où on peut indiquer qu'est-ce que les comités ont pu faire, qu'est-ce que la CPS a pu faire, et on peut voir tous nos participants. Donc, et même dans notre site web, vous pouvez voir plusieurs années de rapports. Je crois qu'on a des représentants externes là, et nous avons un analyste de semences, je crois, et des compagnies de semences. Ils font un travail merveilleux. Comment est-ce que les fermiers qui participent pour donner leurs idées sur les standards du comité de semences pour la CPS, comment est-ce qu'ils le font maintenant? Donc, c'est un processus qu'on est en train de voir. Pour l'instant, la CPS est en train de faire toutes sortes de consultations et on essaye de parler avec différentes parties. Et nous avons aussi des associations de producteurs, de fournisseurs. Donc, on a déjà fait la consultation. On a déjà reçu des réponses de plusieurs organisations de fermiers, quelques-unes qui sont assez importantes. Ils sont en train de donner leurs idées. Donc, on est vraiment en train de parler avec le public.
On veut s'assurer qu'ils sachent qui est la CPS ou qu'est-ce qu'on offre et comment est-ce qu'ils peuvent participer. Donc, en ce moment, on voit des groupes de producteurs qui participent dans notre organisation. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a l'intention de diversifier le leadership de votre conseil au-delà des producteurs de semences? Je peux vous dire que pour l'instant, le conseil inclut des producteurs de semences, des conseillers qui sont indiqués par le ministre de l'Agriculture. Et nous avons aussi des experts du secteur des semences, comme le docteur Brian Harvey, et il fait partie du conseil. Donc, le conseil est déjà diversifié au-delà des producteurs de semences, mais ce sont des discussions qu'on est en train d'avoir dans notre organisation. Donc, merci de l'avoir mentionné. Je crois qu'il y a des membres de notre comité de gouvernance qui se trouvent ici aujourd'hui qui peuvent répondre à cette question s'ils veulent le faire. Est-ce qu'il y a des autres questions? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Doug. Donc, on va juste vous donner quelques instants, quelques minutes. Donc, pendant qu'on attend pour voir s'il y a des autres questions, je voudrais juste diriger votre attention à notre bulletin de producteurs de semences. Ça se trouve sur notre site web. Vous pouvez trouver de l'information sur nos consultations actuelles, les révisions. On aimerait bien avoir votre opinion. Si vous êtes ici pour représenter une organisation qui voudrait participer un peu plus ou faire partie des groupes de travail, veuillez nous laisser savoir. Une question. Est-ce que les organisations comme Green Growers of Canada ou la Fédération canadienne d'agriculture ou des groupes d'action climatique participent? On parle avec ces organisations comme partie de la consultation, mais je crois que vous savez où on voit ces organisations. C'est la composition de ce comité. On veut la représentation de Green Growers et la fédération, et eux, ils font partie de ce comité. Une autre question. Si les comités de la CPS créent des changements proposés qui ne respectent pas les standards internationaux actuels, quel rôle est-ce que la CPS joue pour impacter la modernisation internationale et quel est ce processus? Donc oui, on passe beaucoup de temps à travailler avec le point de vue international. Du point de vue de l'AOSCA, moi je travaille là. Nous avons aussi Gail Harris qui travaille avec nous, qui est la vice-présidente du conseil de standards. Donc, avec l'AOSCA, on travaille ensemble pour nous assurer qu'on est en train de vraiment moderniser. Ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, ceci est utilisé comme un modèle